Président. Chers collègues, alors que j'en commence mes remarques sur le projet de loi C11, je vais probablement surprendre bon nombre d'entre vous en étant d'accord avec le parrain du projet de loi, le sénateur Dawson. Nous avons absolument besoin de moderniser notre loi sur la radiodiffusion et nous devons le faire, pour citer le sénateur Dawson, d'une manière appropriée, qui tienne compte de manière appropriée des réalités technologiques, des modèles commerciaux et de la dynamique en jeu dans le système de radiodiffusion actuel. De plus, c'est là que le sénateur Dawson soulève un point extrêmement important. Je cite, « La loi doit établir un cadre réglementaire actualisé avec des orientations claires, les outils nécessaires et la flexibilité requise pour maintenir sa pertinence. » Fin de la citation. C'est à peu près là que le sénateur Dawson et moi ne sont plus d'accord sur le projet de loi C11. Le plus gros problème de ce projet de loi est peut-être son champ d'application, car le gouvernement et les bureaucrates ont rédigé ce projet de loi ont traité à tort l'Internet comme une forme de radiodiffusion, bien que certaines plateformes de streaming se comportent comme des radiodiffuseurs, devraient certainement être intégrés dans notre cadre réglementaire. Ce projet de loi va au-delà de ça. Vivek Krishnamurti, directeur de la Clinique d'intérêt public de politique d'Internet du Canada, Samuelson Gushko, à l'Université d'Ottawa, a expliqué la différence au cours de notre préétude de la façon suivante. La première est la rareté du spectre. Il n'y a qu'une quantité limitée de spectre disponible pour la diffusion ou la bande passante d'une connexion câblée traditionnelle, de sorte que certains types de restrictions sur le contenu sont plus justifiables dans un contexte de diffusion que dans un contexte d'Internet. Il faut s'en souvenir qu'il n'y a pas de pénurie de spectre dans un monde en ligne, qu'un individu peut regarder autant de vidéos de chaque qu'elle le souhaite sur une plateforme sans que cela n'affecte la capacité d'autres personnes à avoir du contenu en ligne. M. Krishnamurti s'insurge contre l'ampleur de la définition de la rediffusion dans la législation proposée associée à la législation existante en affirmant que, prises ensemble, ces dispositions visent à réglementer pratiquement tout le contenu de l'Internet. En fait, et je cite, « Nous ne devrions pas promulguer des lois qui cherchent à englober autant de contenu dans un système de réglementation. Il est certain que de la distribution de contenu sur Internet pose des problèmes, mais ceci exige un autre type de réponse. Nous ne devrions pas nous contenter de dire que tout est permis, à l'exception de quelques éléments qui ne le sont pas. Examinons les exceptions de la section 4 proposée. Je suis avocat depuis près de 15 ans. Cet article est celui qui porte le plus à confusion que j'ai jamais rencontré. Fin de la citation. Bien que je sois d'accord avec ce que le sénateur Dawson a dit que la loi doit faire, le problème est que telle qu'elle est écrite, ce n'est pas que la loi va faire. Peu importe combien de fois lui et le gouvernement disent que c'est le cas. Tout comme il n'importe peu de savoir combien de fois ils affirment que ce projet de loi donnera meilleur accès aux artistes et aux créateurs sous-représentés au Canada et supprimera les obstacles auxquels ils sortent, ou combien de fois ils prétendent que ce projet de loi et les règlements qui l'accompagnent ne s'appliqueront pas aux créateurs numériques, au contenu géré par les utilisateurs. Et permettez-moi de citer un échange qui a lieu entre la sénatrice Wallin et le président du CRTC, M. Ian Scott, qui a comparu devant notre comité en juin dernier. Rappelez-vous, c'est le CRTC qui devra interpréter et appliquer cette loi. La sénatrice Wallin a dit au président du CRTC, M. Scott, et je la cite, « Je pense que nous allons devoir revenir une fois de plus sur la question du contenu géré par les utilisateurs. Je sais que vous, le ministre et d'autres fonctionnaires insistent sur le fait que vous ne réglementez pas le contenu géré par les utilisateurs, mais je pense qu'il y a un peu de problème avec les mots. Vous allez réglementer les plateformes, mais ensuite les plateformes imposeront vos décisions et directives, comme vous l'avez dit. Vous ne manipulerez pas les algorithmes. Vous ferez en sorte que les plateformes le fassent. C'est de la réglementation sous un autre nom. Vous réglementez soit directement ou indirectement, mais vous réglementez le contenu. » Et je fais de la citation de la sénatrice Wallin. Et sa réponse, la réponse de M. Scott, vous avez raison. Le langage du projet de loi est ambigu au mieux, mais la position du président du CRTC sur cette question est très claire. Cette question est devenue absolument cruciale car les partisans du projet de loi tentent de défendre une disposition de la loi qui a clairement des implications beaucoup plus larges que ce qu'ils veulent nous faire croire. Il ne m'a pas échappé au cours de notre étude préliminaire du comité que les témoins et même certains de mes collègues qui croient que le gouvernement sur parole en disant que le contenu généré par l'utilisateur n'est pas pris en compte passe énormément de temps à repousser les témoins qui ont témoigné des impacts négatifs que ressentiraient les créateurs numériques si le contenu géré par les utilisateurs est inclus.
Pendant ce temps, l'instance du gouvernement dire qu'il n'y a rien à voir ici, que nous devrions simplement leur faire confiance, à l'effet inverse que celui escompté, y compris l'adoption rapide de ce projet de loi. Bien que je convienne que la loi sur la radiodiffusion a désespérément besoin d'être modernisée, que je comprenne le principe selon lequel nous ne devrions pas permettre que le parfait soit l'ennemi du bien, je n'ai encore vu aucune justification pour faire adopter le projet de loi sans saisir l'occasion de l'améliorer. Il est de notre devoir, en tant que Chambre de second examen objectif, de le faire. Je compatis avec les parties prenantes qui ont l'impression d'avoir attendu assez longtemps et d'avoir été épuisées au point de croire que c'est tout ce qu'il y a de mieux à faire, mais le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour ne pas avoir accordé la priorité à ce dossier et pour s'être retranché sur des questions qui ne relèvent pas de la loi. La vérité est que si l'impact de ce projet de loi sur les créateurs numériques, le contenu généré par les utilisateurs, la manipulation des algorithmes a pris beaucoup de place ici au Sénat, c'est le contraire que s'est produit lors de l'étude du Comité du patrimoine de la Chambre des communes, au cours de laquelle peu de créateurs numériques ont eu l'occasion de comparaître et ceux qui l'ont fait ont souvent été intimidés et réprimandés par les députés du gouvernement siégeant au comité. Plusieurs créateurs numériques qui ont comparu devant notre comité ont dit combien ils étaient reconnaissants non seulement de l'occasion qui leur a été donnée de se faire entendre, mais aussi de la dignité avec laquelle ils ont été traités. Je tiens donc à remercier tous les membres de notre comité de tout cela. C'est un testament pour chacun d'entre vous. La vérité, chers collègues, c'est que l'étude de ce projet de loi se déroulerait probablement très différemment sans l'inclusion à la dernière minute du contenu généré par les utilisateurs dans le projet de loi précédent, le C11. Il est ainsi à cause d'un refus presque hystérique du gouvernement depuis lors de supprimer clairement. Bien que nous ayons eu le temps d'aborder cette question lors de la prorogation du Parlement et pendant plusieurs mois par la suite, l'inclusion gênante du contenu généré par les utilisateurs demeure. Le gouvernement nous dit que l'article 4.1 exclut le contenu généré par les utilisateurs de la réglementation, mais ce qu'on ne nous dit pas, mais qu'on peut constater en lisant le texte, c'est que l'article suivant le réintroduit en incluant des exceptions à l'exemption. C'est une double négation, pour ainsi dire. Il est donc clair que le contenu généré par les utilisateurs est inclus. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Les créateurs numériques ne sont pas non plus les seuls à le dire. Et ce ne sont pas des plateformes telles que YouTube et TikTok qui font témoigner des créateurs numériques pour qu'ils le disent, comme le prétend le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine. En fait, c'est un ancien président du CRTC et, plus important encore, le président actuel du CRTC, Ian Scott, qui le dit. Au cours de son témoignage, M. Scott a confirmé une autre chose que le gouvernement prétend ne pas avoir incluse dans le projet de loi, c'est-à-dire la manipulation algorithmique. Le gouvernement et le sénateur Dawson ont insisté sur le fait que le projet de loi C11 n'obligeait pas les plateformes à utiliser certains algorithmes. Mais, selon le témoignage de M. Scott, président du CRTC, et je le cite, il dit, je vais vous donner un exemple simple, au lieu de dire, et la loi l'interdit d'ailleurs, que nous allons modifier vos algorithmes, comme de nombreux pays européens envisagent de le faire, nous allons plutôt dire que nous voulons un certain résultat. Nous voulons que les Canadiens trouvent de la musique canadienne, par exemple. Quelle est la meilleure façon de le faire? Comment allez-vous vous y prendre? Je ne veux pas manipuler votre algorithme, je veux que vous le manipuliez afin de produire le résultat souhaité. C'est la fin de la citation. Donc, permettez-moi de répéter ce que dit M. Scott. Le projet de loi permet de dire aux plateformes, nous, le gouvernement, ne manipulerons pas votre algorithme. Nous vous demanderons simplement de le faire pour nous. Au tribunal, nous dirions qu'il s'agit d'un aveu d'intention clair et manifeste. Comme je l'ai mentionné, donc, les partisans du projet de loi ont fait valoir en comité qu'il existe d'autres moyens d'atteindre les résultats souhaités sans manipuler les algorithmes. Le sénateur Dasko, la semaine dernière, a insisté sur cette position lors d'un échange avec une ancienne personnalité de la télévision qui est aujourd'hui créatrice numérique, Jennifer Valentine. Le sénateur Dasko a insisté sur le fait qu'il existait d'autres moyens, mais lorsqu'on a demandé à Mme Valentine de fournir des exemples, ça n'a pas été possible. Alors, je veux que les choses soient claires. Nous parlons de plateformes qui proposent du contenu généré par des utilisateurs comme YouTube et Instagram. Les utilisateurs, créateurs et les plateformes ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Il y a d'autres personnes
comme M. Dufresne, commissaire à la protection de la vie privée, qui a dit que le projet de loi donnerait au CRTC le pouvoir d'imposer des conditions relatives à la découvrabilité des émissions et des services de programmation canadiens. Bien que le projet de loi précise que ce faisant, le CRTC ne pourrait pas exiger l'utilisation d'un algorithme particulier ou d'un code source spécifique, les conditions de découvrabilité pourraient néanmoins exiger l'adaptation d'algorithmes existants qui s'appuient sur des renseignements personnels ou l'analyse de renseignements personnels pour déterminer si le contenu généré par l'utilisateur est canadien. Donc, il y aurait des répercussions potentielles sur la vie privée selon les circonstances particulières de chaque cas, notamment selon la façon dont ces pouvoirs sont exercés par le CRTC. Compte tenu de tout cela, il sera important que les répercussions sur la protection des renseignements personnels soient pleinement évaluées et atténuées avant que le CRTC n'impose ces conditions. Donc, c'est ce qui a été dit. Et le commissaire recommande aussi d'adopter un amendement visant à intégrer clairement la protection des renseignements personnels comme objectif de la loi. Je suis tout à fait d'accord. Une grande partie de l'approche qui sous-tend ce projet de loi, comme je l'ai dit précédemment, consiste à dire « faites-nous confiance », notamment en ce qui concerne les pouvoirs du CRTC. Or, le président du CRTC, M. Scott, a parlé du processus de consultation qui suivra l'adoption de cette loi. Il a dit que ce processus jouerait un rôle essentiel lorsqu'il s'agirait de déterminer comment les plateformes pourraient atteindre les résultats souhaités. Tout cela semble merveilleux pour ceux qui font implicitement confiance aux grandes bureaucraties gouvernementales, mais comme Monica Auer, qui est directrice du Forum for Research and Policy and Communications, a dit, en ce qui concerne le CRTC, le problème, c'est qu'il ne rend pas des décisions qui sont publiques. Chaque année, il publie des dizaines de décisions qu'on ne peut pas voir parce qu'il n'y a pas d'hyperlien. Et en réalité, ces décisions ne sont pas publiées du tout. Donc, le CRTC n'est pas transparent. Il tient des audiences publiques sans témoins. Donc, le CRTC choisit de n'inviter personne à certaines audiences, notamment lorsqu'il s'agit de transfert de propriété. Fin de la citation. Donc, un tel témoignage sur l'absence de CRTC, l'absence de transparence, dis-je, au CRTC, est fort préoccupant et devrait tous nous préoccuper. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les consommateurs canadiens ont le droit à une plus grande transparence. Toutefois, nous devons être conscients du fait qu'en donnant au CRTC les pouvoirs proposés dans ce projet de loi, le seul résultat sera la manipulation des algorithmes. Pour beaucoup de ces plateformes, il n'y a tout simplement pas suffisamment de possibilités d'obtenir ce résultat sans manipulation. Si je veux voir un onglet ou un fichier qui compile le contenu canadien, par exemple, ce n'est tout simplement pas physiquement possible pour certaines des plateformes dont nous parlons. Si vous regardez vos téléphones portables, par exemple, vous verrez qu'il ne s'agit que de flux lorsqu'on parle de plateforme ou d'application. Et la seule façon de promouvoir le contenu canadien, de s'assurer qu'il apparaisse plus souvent dans ce flux, c'est de manipuler l'algorithme. Et en fait, selon de nombreux témoins, c'est inévitable. C'est ce que Jennifer Valentine, Scott Benzie, Justin Tomchuk, Darcy Michael, Morgan Fortier, Frédéric Bastien et tant d'autres ont dit lors de leur témoignage devant le comité. Compte tenu du libellé actuel de la loi, un organe du gouvernement obligerait les plateformes à changer leur façon de faire. Et cela aurait pour effet de s'immiscer dans les activités des créateurs numériques canadiens. Et ils nous demandent de ne pas le faire. Et je crois qu'ils méritent de conserver leur autonomie. Comme l'a dit Morgan Fortier, PDG de Skyship Entertainment, peut-être l'exportateur canadien de contenu canadien le plus prospère sur YouTube, l'a dit, c'est comme si on s'ingérait dans la capacité qu'ont les stations de radio à accéder aux informations sur les codes d'écoute et ajuster leur liste
d'écoute en conséquence. Et donc, c'est comme si une librairie ne pouvait pas utiliser les informations sur les meilleurs vendeurs pour déterminer le nombre d'exemplaires d'un livre à commander. Par exemple, la plupart des législateurs n'oseraient pas imposer un tel niveau d'ingérence dans la commercialisation du secteur privé. Alors pourquoi le ferions-nous? Pourquoi mettre en doute les motivations de ces entreprises comme si elles avaient autre chose à faire que de gérer correctement leur entreprise? On ne peut pas attribuer des motivations néfastes à ces plateformes, alors que nous ne le faisons pas pour d'autres entreprises comme des stations de radio ou des librairies. Il ne faut pas conclure qu'ils ont des objectifs répréhensibles. Vous savez ce que beaucoup de gens se disent en nous regardant, ils se disent « OK, boomer ». Il ne s'agit pas d'un argument contre une plus grande transparence, mais plutôt un argument en faveur d'une plus grande confiance dans les utilisateurs de ces plateformes et une meilleure confiance à l'égard des créateurs qui savent ce qu'ils veulent regarder, écouter ou promouvoir et qui peuvent juger par eux-mêmes si les plateformes répondent à ces besoins. C'est un argument en faveur du choix des consommateurs. Et donc, l'expérience du consommateur risque d'être affectée par le coût prohibitif de la réglementation du contenu, qui pourrait faire en sorte que certaines plateformes se retirent complètement du marché canadien. Si une telle chose se produisait, qui serait touché de façon disproportionnée? Les communautés de la diaspora au Canada, car ce sont les petites plateformes qui desservent ces communautés depuis l'étranger, qui décideront très probablement qu'elles ne peuvent plus payer le coût que cela suppose de faire des affaires au Canada. Et l'expérience du consommateur sera également moins agréable et le consommateur perdra confiance dans le système. Ils verront du contenu qui n'est pas basé sur leur goût ou leurs intérêts. Je comprends que cela peut être une perspective séduisante de forcer les gens à sortir de leur zone de confort, mais qui veut qu'on nous impose quoi que ce soit? Si on nous impose quelque chose, ça n'a pas l'effet désiré. Lorsqu'une personne ou une société a l'impression qu'on lui impose quelque chose, elle fera moins confiance à la personne ou à l'entité qui la lui impose et sera moins enclin à apprécier ou à désirer ce qu'on lui impose. C'est un fait et ça deviendra un problème pour ceux que le projet de loi est censé protéger, c'est-à-dire les artistes et créateurs canadiens. Il y a un risque que de nombreux consommateurs excluent totalement ce contenu. Ils iront ailleurs pour trouver ce qu'ils cherchent sans obstacle. Donc, ils vont simplement cliquer sur un bouton pour le faire disparaître. Et donc, l'obligation de contenu canadien ne produira pas de bons résultats sur les plateformes parce qu'il ne correspondra pas aux intérêts des clients. Les clients n'auront qu'à cliquer et apprendront à l'éviter. C'est ce qu'a déclaré un créateur de contenu à notre comité. Le nombre de téléspectateurs de la rediffusion traditionnelle a considérablement diminué parce que, justement, les consommateurs ont désormais le choix grâce à la diffusion en ligne. Et donc, les radiodiffuseurs traditionnels de notre pays doivent accepter que ce qu'ils proposent n'est pas attrayant pour un grand nombre de consommateurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons produits canadiens qui sont disponibles. Bien au contraire, les radiodiffuseurs conventionnels de notre pays utilisent les sports et les nouvelles locales pour s'acquitter de leurs obligations en matière de contenu canadien. Ensuite, ils s'acquittent de leurs obligations avec des reprises d'émissions canadiennes que l'on peut également trouver sur leur service d'abonnement et le reste est constitué de programmes ou d'émissions américaines sur lesquelles ils ont acquis des droits. Ce n'est pas un problème de culture ou d'artistes canadiens, c'est un problème de modèle économique. Il y a un risque pour les créateurs numériques si on manipule les algorithmes. Si le contenu est promu en fonction d'autre chose que les goûts et intérêts des consommateurs, le consommateur passera à autre chose. Ça risque de faire baisser le taux de rétention de l'auditoire.
Et donc, cela entraînera une baisse du classement à l'échelle mondiale et une baisse de la découvrabilité, c'est-à-dire le rang où ce contenu apparaît dans la liste des suggestions que l'on trouve sur des plateformes comme YouTube. Et il y a des artistes et des créateurs canadiens qui jouissent d'un immense succès à l'échelle mondiale et qui verront ce succès diminuer. Donc, nous émoussons le succès mondial en échange d'un succès limité chez nous. Comme on le disait récemment dans le Financial Post, en gros, on disait que même si le projet de loi C11 aide les artistes à trouver un peu de succès ici chez nous, et rien ne le garantit, cela pourrait se faire au détriment de tout succès qu'ils pourraient espérer obtenir hors des frontières du Canada. Et cette situation sera exacerbée par la menace du protectionnisme mondial. Aucune autre démocratie occidentale ne réglemente le contenu généré par les utilisateurs comme le fait le projet de loi C11. Mais d'autres surveillent de près ce que nous faisons. Il ne fait aucun doute que si nous adoptons cette législation sans retirer le contenu généré par les utilisateurs du projet de loi, d'autres emboîteront le pas. Et donc, toutes les occasions dont nos artistes et créateurs ont bénéficié grâce à l'ouverture vers le monde disparaîtra. Et pourquoi et à quel prix? Aurons-nous vraiment sauvé la culture canadienne ou l'aurons-nous simplement isolé davantage et rendu les artistes plus dépendants des subventions et d'un système où des décideurs choisissent des gagnants et des perdants? Aurons-nous donné plus de visibilité aux voix sous-représentées ou simplement érigé des barrières là où il n'y en a pas? M'attarder à l'impact de C11 sur les créateurs francophones. Avec les plateformes traditionnelles canadiennes de radiodiffusion, les artistes francophones ont un auditoire limité. Ils rejoindront les francophones du Canada en vaste majorité au Québec. Mais l'Internet est venu bouleverser cela. Des plateformes comme YouTube ou Instagram leur donnant une portée planétaire. Pensez au succès de Damien Robillard sur YouTube ou Twitter pendant la pandémie. Des dizaines de milliers de personnes qui ne parlent pas un mot de français et qui ne songeraient jamais à écouter un radiodiffuseur francophone ou veut se clipper musicaux. Il est évident qu'il faut s'assurer que la culture québécoise, canadienne, acadien, francophone ontérien ou autres non seulement survivants, mais qu'elles s'épanouissent. Mais en faisant route en pensant que les plateformes numériques ne représentent qu'une menace pour les francophones du Canada et qu'il faut les combattre et réduire leur portée. L'Internet représente la liberté pour une Québécoise d'écouter de la musique de Burkina Faso et la liberté pour une Libanais d'écouter la bottine souriante pour les fêtes de Nouvel An. Le gouvernement doit être très prudent. Il serait contre-productif pour la culture canadienne que de vouloir ériger des barrières tout autour. De toute façon, c'est illusoire de penser que cela fonctionnerait. Comme Québécois, je comprends très bien que nos artistes et créateurs vivant à une autre réalité et ont des défis différents que leurs collègues anglophones. J'appuie sans réserve le principe que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle dans la promotion de la culture canadienne et doit faire en sorte que les plateformes numériques deviennent une trampoline pour les artistes et créateurs canadiens, particulièrement les francophones. Malheureusement, je ne crois pas que C11 soit l'utile nécessaire. Je cite Fred Bastien-Forêt, une YouTuber. Si on veut vraiment prioriser la culture d'ici, québécoise, canadienne, montréalaise et francophone, je me concentrerai à permettre à ceux qui utilisent déjà ces plateformes de devenir meilleurs et d'avoir plus de valeur de production à l'antenne. Fin citation. We've seen indications from these platforms. Ces plateformes nous ont indiqué qu'elles comprennent que de contribuer à l'écosystème culturel du Canada, c'est nécessaire pour pouvoir survivre lorsqu'on fait des affaires au Canada. Donc, l'un des amendements proposés par le projet de loi garantirait que si le contenu d'une plateforme échappe au champ d'application, compte tenu des critères comme la découvrabilité, la plateforme elle-même serait toujours assujettie au pouvoir d'ordonnance du CRTC. Selon l'article
11.1. Et donc, cela répondrait à l'inquiétude de certaines parties prenantes du secteur de la musique, notamment. La sénatrice Amin s'est inquiétée au comité de la nécessité d'inclure l'article 4 pour se protéger contre les grandes maisons de disques qui utilisent YouTube, par exemple, pour diffuser de la musique sans payer de droits aux artistes. Mais il y a déjà des protections qui empêchent une telle chose, parce que cela pourrait constituer une violation du droit d'auteur. Et lorsque les compagnies de disques partagent la musique de leurs propres artistes sur YouTube ou toute autre plateforme, elles doivent payer des redevances à leurs artistes conformément au contrat. Et si elles enfreignent leurs obligations contractuelles à l'égard de leurs artistes, ce n'est pas une question qui relève du projet de loi C11. Le sénateur dit qu'il s'agit de l'occasion de nous poser de grandes questions sur la façon dont nous, en tant que Canadiens, allons vouloir nous prononcer sur ces questions. Et il a tout à fait raison. Le sénateur Dawson a dit que pendant plus de 50 ans, la loi sur la radiodiffusion nous a aidés à partager nos histoires, à bâtir notre culture et forger notre identité et faire entendre les voix canadiennes dans le monde. Nous voulons construire sur cette base pour l'avenir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le sénateur Dawson. Le problème, c'est que le projet de loi ne reconnaît pas que les temps ont changé. Au contraire, il essaie de reproduire et de faire revivre un système qui est moribond. C'est clair, sinon nous n'aurions pas ce débat. Ce n'est pas faisable. Nous parlons d'un système de réglementation et de diffusion qui est en déclin. Pas parce que c'est le talent et la culture canadienne qui sont en déclin. Au contraire, les industries canadiennes du divertissement et de la création sont florissantes comme jamais auparavant. C'est le système archaïque de diffusion et de financement qui est en état de survie. Le seul système de réglementation, en fait, l'ancien système de réglementation fonctionnait bien car il était conçu pour la radiodiffusion conventionnelle qui s'arrêtait à nos frontières nationales. Il a été conçu dans les années 70, mais il est désuet. Il n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de créateurs numériques. Ce sont les créateurs eux-mêmes qui nous le disent. Ils nous disent de ne pas leur imposer l'ancien régime réglementaire et nous montrent que, contrairement au régime de la radiodiffusion conventionnelle, ils n'ont pas besoin de nous. Ils nous demandent de reconnaître que ce succès résulte de leur production de contenu de qualité que les gens veulent visionner. Si nous laissons le contenu généré par le soldat dans ce projet de loi, nous disons que nous ne pensons pas que les créateurs canadiens sont capables de le faire par eux-mêmes. Nous disons que nous ne pensons pas que ce qu'ils produisent est si intéressant en soi et qu'ils ne seront pas en mesure de réussir sans notre intervention, en particulier les créateurs marginalisés et sous-représentés comme les artistes et créateurs autochtones, les créateurs BIPOC, c'est-à-dire de couleur, biraciales et francophones. Franchement, c'est pas seulement décourageant pour ces créateurs, c'est très paternaliste. Si nous voulons éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les Canadiens mal desservis et marginalisés, nous devrions commencer par garantir un accès égal à un service Internet fiable dans tout le Canada, en particulier pour les communautés du Nord, qui sont mal desservies à l'heure actuelle. Nous devrions également chercher des moyens d'aider à informer les artistes et les créateurs sur la manière de produire du contenu de qualité et de le mettre en ligne eux-mêmes. Les plateformes même qui sont un petit peu diabolisées en raison de leurs algorithmes, de leur code source et de leur supposé manque de transparence ont témoigné, ces plateformes, qu'elles mettent en œuvre des programmes d'accélération pour fournir exactement ce type d'instruction, d'éducation, d'incubation, en quelque sorte, pour les artistes et créateurs émergents. Je vous donne un exemple récent, l'annonce du 3 octobre de Google à l'effet qu'il y aurait une enveloppe de 2,7 millions de dollars destinée à renforcer l'autonomie des peuples autochtones au Canada pour combler le fossé en matière de compétences et d'éducation entre les communautés autochtones et non autochtones de ce pays et à recycler les demandeurs d'emploi autochtones en vue de nouvelles carrières dans le domaine de la technologie. Bon, ce n'est qu'un exemple, bien sûr, mais nous devons continuer à encourager ce type d'action. Je réitère, chers collègues, que les créateurs nous ont dit à maintes reprises que la meilleure chose que nous puissions faire pour nous assurer que les artistes et créateurs autochtones, racialisés, francophones et d'autres groupes sous-représentés au Canada ne rencontrent pas d'obstacles dans la présentation de leur art et de leur travail, c'est tout simplement de leur laisser la voie libre. C'est assez du chemin. Ce que je crains,
en ce qui concerne C11, c'est que s'il est adopté dans sa forme actuelle, nous risquions de nous mettre carrément en travers de leur chemin. Ce serait terrible comme résultat. Je pense qu'il est utile ici de revenir sur le point soulevé par le sénateur Dawson concernant la nécessité pour la loi de fournir des orientations claires. Désolé de vous avoir cité à tant de reprises, sénateur Dawson. Je suis d'accord avec cela, dans la mesure où je pense qu'il est absolument nécessaire de modifier ce projet de loi pour qu'il soit parfaitement clair que le contenu généré par l'utilisateur est exclu. Qu'il n'y ait aucun doute pour quiconque. C'est ça, et surtout pas pour les personnes chargées de le mettre en œuvre et de le superviser, ce projet de loi. Et j'implore les membres du comité des transports et des communications de délibérer ensemble sur la meilleure façon de parvenir à ce que je soumets, ce que je propose. S'il y a un consensus parmi la majorité des témoins comparus devant notre comité, c'est sur l'importance d'agir en ce sens. Voilà qui nous amène à une justification centrale de cette loi, que les sociétés de téléchargement continu étrangères qui se comportent comme des diffuseurs doivent payer leur juste part par rapport aux bénéfices qu'elles génèrent sur la part de marché canadienne. Il s'agit des sociétés de diffusion en contenu. Là, bon, j'en nomme quelques-unes. C'est pas une liste exhaustive, mais il y a Netflix, Disney Plus et Prime Video. Et là, bon, voilà où il y a un moins grand écart entre ce que le gouvernement propose et entre mes préoccupations. Mais il y a quand même un certain écart. De mon point de vue, il est intéressant que notre comité ait entendu plusieurs témoins qui sont des partisans du projet de loi C11, mais qui demandent néanmoins des amendements. Les révélateurs que même les partisans d'un projet de loi viennent au Parlement pour demander des amendements. Nous l'avons vu pour d'autres projets de loi récents, projets de loi pour lesquels il était loin d'être clair que le gouvernement avait écouté ou même consulté comme il fallait les intervenants. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes là ici pour ça, pour réparer une loi défectueuse. Comme l'a dit le sénateur Dawson, nous avons une opportunité qui nous est offerte. Je suis d'accord, on doit saisir cette opportunité. Ce projet de loi, et C10, prédécesseur de C11, et ce sont des projets de loi qui ont mis tellement de temps à franchir les étapes du processus parlementaire, et soyons francs, je l'ai dit plus tôt, c'est principalement la faute de ce gouvernement. Bon, quoi qu'il en soit, cela a pris tout ce temps. Là, il faut faire les choses, mais on n'est pas à la veille d'un scénario catastrophe, contrairement à ce que le gouvernement voudrait nous faire croire. Le ministre responsable de ce dossier, le ministre Rodriguez, voudrait nous faire croire que nous perdons de l'argent et que nous sommes privés d'une manne imaginaire d'1 milliard de dollars. Je dis imaginaire parce que ni le ministre ni son ministère n'ont été en mesure de fournir de la documentation sur la provenance de ce chiffre. Et d'ailleurs, j'ai demandé à plein de témoins, et eux non plus ne peuvent pas me donner de réponse en ce sens. Quoi qu'il en soit, je suis conscient que toute une industrie attend cette loi avec impatience. Je suis convaincu qu'à long terme, tous les intervenants de l'industrie et les consommateurs apprécieront que nous ayons pris le temps et l'opportunité qui nous est donnée de nous assurer que tout changement que nous apporterons à la loi sur la radiodiffusion résisteront à l'épreuve du temps ou au moins offriront la souplesse, comme le sénateur Dawson l'a lui-même souligné, de s'adapter à un Internet en constante évolution. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur une affirmation du ministre Rodriguez, c'est l'affirmation à laquelle le sénateur Dawson a fait écho, par rapport à l'argent que notre secteur de la radiodiffusion est supposément en train de perdre. Il est vrai, oui, que les radiodiffuseurs conventionnels perdent des revenus. Conséquemment, des entités comme le Fonds canadien pour les médias ne reçoivent plus les mêmes sommes d'argent qu'auparavant. Toutefois, l'idée que les diffuseurs étrangers ne payent pas leur juste part n'est, à tout le moins, pas tout à fait exacte. Même si les fonds ne vont pas directement dans ces cagnottes centralisées que notre système actuel soutient et sur lesquelles les artistes et les créateurs sont obligés de compter, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'argent disponible pour les artistes et les créateurs canadiens. Bien au contraire. Là, on pourrait plaider que, puisqu'une partie des fonds ne va plus à ces gardiens-là, ces gardiens du temple, en quelque sorte, qui choisissent les gagnants et les perdants, il y a en fait plus d'argent pour les artistes et les créateurs eux-mêmes. Notre comité a entendu Wendy Nas de la Motion Pictures Association, qui regroupe des sociétés comme Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount, Sony, Warner Brothers et Discovery. En 2021, la Motion Pictures Association a dépensé plus de 5 milliards de dollars à travers le Canada, ce qui représente plus de la moitié de toute la production dans ce pays et 90% de la croissance du secteur au cours de la dernière décennie. Ils ont embauché, formé et offert des opportunités à 200 000 des travailleurs créatifs les plus talentueux du Canada et ont soutenu plus de 47 000 entreprises. Voilà qui dépasse l'empreinte d'une société soutenue par le gouvernement comme la CBC, et cela devrait certainement tous et toutes nous faire réfléchir. Cependant, malgré l'impressionnante empreinte économique que ces entreprises ont au Canada, nous leur demandons de payer davantage et de contribuer plus à ce système paternaliste qui soutient les entreprises nationales. Et pendant ce temps, les radiodiffuseurs canadiens qui cotisent à ces cagnottes obligatoires en retirent des avantages et des protections que ces diffuseurs étrangers n'auront pas. Selon ce projet de loi, du moins. Ils devront donc y cotiser à cette cagnotte sans profiter des mêmes avantages et protections. En quoi est-ce juste? En quoi est-ce équitable?
Et puis, il y a le problème supplémentaire de la définition archaïque que le projet de loi perpétue de ce qui est considéré comme du contenu canadien. Et le problème est double pour les sociétés de diffusion en continu étrangères. En tant qu'entreprise mondiale, premièrement, ces entreprises s'adressent à un public mondial, pas juste à un marché national fermé. Contrairement aux radiodiffuseurs traditionnels qui ont l'avantage d'utiliser les émissions sportives et d'informations localisées pour les imputer à leurs exigences minimales en matière de contenu canadien, ces entreprises ne peuvent pas le faire. Deuxièmement, je veux dire franchement, ces entreprises ne sont pas reconnues à juste titre pour les investissements qu'elles font dans les récits canadiens qu'elles racontent et le soutien aux artistes canadiens. Je pense à The Handmaid's Tale, qui est souvent cité. Une production filmée à Toronto, dont l'histoire se déroule en partie ou même en grande partie à Toronto, qui emploie des Canadiens, qui a été écrite par une célèbre autrice canadienne, mais qui n'est pas considérée comme du contenu canadien parce que les propriétaires de la société de production ne sont pas canadiens. Cet exemple est loin d'être unique. Pourtant, cet exemple de La Servante écarlate est le produit de nos règles désuètes en matière de contenu canadien. Pensez-y, les millions de dollars qu'une société de production de diffusion étrangère est prête à investir pour raconter une histoire canadienne et employer des artistes, des écrivains, des acteurs, des producteurs, des monteurs, des caméramans, des techniciens audio canadiens ne sont pas suffisants tant qu'ils ne cèdent pas la propriété du produit, et ce sans tenir compte de l'argent que ces entreprises injectent souvent dans l'économie des villes canadiennes, les infrastructures, on réserve des chambres d'hôtel, etc. Et notre gouvernement a le culot de prétendre que cela est justifié sous prétexte qu'il protège et promue la culture et les artistes canadiens. Chers collègues, les artistes canadiens n'ont jamais été aussi occupés dans l'histoire de ce pays. Pourquoi? Grâce à ces nouvelles plateformes, grâce à ces nouvelles débouchés, pas grâce aux anciens diffuseurs du passé. En fait, ce projet de loi tente de protéger les anciens gardiens de notre système qui veulent s'assurer que rien ne change en vertu du nouveau système moderne. Voilà le plus gros problème que j'ai avec cette partie du projet de loi. Je ne suis pas en train de proposer que l'on remette simplement les clés de la voiture aux entreprises étrangères de diffusion en continu et leur permettre de venir ici de faire de l'argent à tour de bras sans que les Canadiens et Canadiennes en profitent. Non! Mais j'aimerais que le gouvernement et les partisans de ce projet de loi disent tout aussi clairement qu'est-ce qui est protégé par ce projet de loi? La réponse, le statu quo. Les gars dans les bureaux des étages supérieurs des bureaux de Medmedia, Rogers et Québécois. Rien de ce qui est dit ici ne prend en considération le fait que les Canadiens talentueux eux-mêmes veulent travailler avec les meilleurs producteurs, écrivains, acteurs et chanteurs du monde entier. Le projet de loi ne tient pas compte non plus du fait que les meilleurs au monde veulent travailler et collaborer avec des Canadiens qui sont des leaders, qui sont les meilleurs dans leur domaine. Les entreprises mondiales veulent payer pour cela. Pourtant, avec ce projet de loi, nous leur disons, ben non, c'est pas suffisant, vous devez en payer plus. Vous ne pouvez pas bénéficier des fonds que vous payez. Chers collègues, cela n'a aucun sens. Et cela a encore moins de sens si nous ne remédions pas à la situation, surtout si nous continuons à dire que nous faisons tout cela au nom de la protection et de la promotion des histoires, des récits, des talents canadiens. Il faut être équitable. Et une grande partie de ce qui est dans ce projet de loi n'est pas équitable. Ce manque d'équité peut avoir de sérieuses répercussions commerciales dans d'autres secteurs, aussi pour le Canada. L'ancien président du CRTC, Conrad von Finkenstein, ainsi que d'autres témoins, ont été très clairs à ce sujet lorsqu'il a comparu devant notre comité. Il a dit, en vertu, dis-je, de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le COSMA, de telles restrictions, bien que relevant de l'exception relative à l'industrie culturelle et donc techniquement autorisée, permettent à nos partenaires de prendre des mesures de rétorsion ayant un effet commercial équivalent. Comme la plupart des plateformes de diffusion en continu sont basées aux États-Unis, vous pouvez vous attendre à ce que cela se produise. Il s'agit de considérations sérieuses que le gouvernement a, de toute évidence, ignorées. Le gouvernement, le parrain du projet de loi et tous les partisans de C11 ici ont parlé avec poésie du besoin urgent de moderniser la loi afin de tenir compte des réalités de l'ère numérique. Mais je ne vois nulle part une pensée moderne. Je ne vois nulle part un indice que le gouvernement a pensé, a réfléchi, a cheminé en dehors des sentiers battus. Cette loi est déjà vieille de plus de 50 ans. Ce que je constate, c'est que on a romanticisé ce qui se faisait auparavant. Et je vois même une tentative d'appliquer cette approche du passé à l'Internet, mais ça ne fonctionne pas, chers collègues. Ce n'est pas adapté à cette époque. Pour vous dire très franchement, c'est même hors de portée. C'est pas possible. Et ce projet de loi ne permet pas la souplesse dont
la loi a besoin, selon le sénateur Dawson, pour s'adapter à l'évolution du paysage numérique. Les principes d'antan ne s'appliquent plus. Voyez comment les millénarios consomment de l'information maintenant, comparativement à comment des vieux comme moi consommons l'information. Où est l'impulsion donnée par cette loi aux radiodiffuseurs traditionnels pour qu'ils adaptent leurs modèles commerciaux à la réalité de l'ère numérique? Je sais que la CBC, au cours de la dernière décennie, a dépensé des millions et des millions de dollars des contribuables pour tenter de mettre à jour leur capacité numérique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leur modèle d'antan ne fonctionnait plus. Québécois, leur empreinte numérique croît à la vitesse grand V. Pourquoi? Parce que Québécois s'est rendu compte que le modèle d'affaires d'antan ne fonctionnait plus. Ça me rappelle beaucoup la lutte contre les services de covoiturage lorsqu'ils sont devenus plus populaires. L'industrie du taxi, naturellement, était contrariée. Les propriétaires de taxis, vous vous rappelez, étaient surchargés de paperasse réglementaire avec leurs véhicules, leurs chauffeurs, leurs licences, leurs permis. Une paperasserie à laquelle ces nouveaux services de covoiturage n'étaient pas soumis et qui leur permettait donc de s'introduire facilement sur les marchés et d'enlever des clients au taxi. Les chauffeurs et les propriétaires étaient mécontents, je ne les blâme pas. Ils voulaient tout simplement que les règles du jeu soient équitables. Mais la vérité, c'est que l'industrie du taxi et les services de covoiturage ont chacun dû s'adapter. Écoutez, moi, j'ai pas pris de Uber pendant longtemps, mais je ne suis pas la norme. Les millénarios ont changé la donne, la façon dont on fait les choses. Certaines obligations réglementaires ont raisonnablement été imposées à ces services de covoiturage, notamment en ce qui concerne la sécurité des passagers, mais les entreprises de taxi ont dû accepter que leur modèle économique jusqu'alors en vigueur était désormais dépassé et qu'elle devait changer si elle voulait être compétitive. C'est pourquoi, plutôt, l'industrie du taxi devait changer sa façon de faire. C'est pas la nouvelle industrie qui arrivait qui devait changer sa façon de faire pour respecter la façon d'entendre, non. C'est pourquoi, aujourd'hui, la plupart des compagnies de taxi ont des applications qui fonctionnent de la même manière que les applications proposées par les programmes de covoiturage. Les consommateurs ont donc plus de choix, plus de souplesse, et même plus de choix dans un domaine aussi simple que la manière de payer la course. Beaucoup plus souple. Ce genre d'acceptation de la réalité de l'ère numérique, ce genre de concession mutuelle est quelque chose que je vois très peu dans ces 11. Le choix et la protection des consommateurs seront les inévitables perdants si nous adoptons ce projet de loi tel quel. On parle toujours de se dresser contre les géants, ben voilà. Mais là, ce projet de loi ne défend pas les millénarios, ne défend pas les nouvelles plateformes, ne défend pas le choix des Canadiens. Non, ce projet de loi tente simplement de sauver les géants d'antan. On les aime tous, mais le monde a changé. En tant que législateur, je ne crois pas que nous puissions rester les bras croisés et permettre que cela se produise. J'espère, peut-être avec prudence, mais j'espère que de nombreux sénateurs de notre comité verront les choses de la même manière à la lumière des témoignages très poignants que nous avons entendus. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le projet de loi, et je crois qu'à mesure que nous nous adaptons à la réalité de la diffusion en ligne, que nous ne devrions pas compromettre nos valeurs, ni même faire l'impasse sur notre culture et notre identité en autorisant les diffuseurs étrangers à opérer au Canada. Je ne pense pas que quiconque ici soit opposé à cela. Mais, comme je l'ai souligné, je pense qu'il y a du travail à faire sur la façon d'atteindre ce que nous voulons atteindre d'une manière équitable, sans compromettre le choix et l'accessibilité pour les consommateurs. Le manque de clarté quant à l'inclusion du contenu géré par les utilisateurs constitue à mon avis un problème plus important. Toutefois, là aussi, je suis convaincu que nous pouvons accomplir ce qui doit être fait de manière équitable, sans sacrifier l'énorme succès dont jouissent tant de créateurs numériques canadiens, tant ici qu'à l'étranger, et ce, sans compromettre, encore une fois, le choix et l'accessibilité des consommateurs. Selon moi, c'est fondamental à ce point-là. Bref, j'ai bon espoir que notre comité enverra un message fort au gouvernement et votera pour corriger les principaux défauts de la loi et l'améliorera de manière substantielle. Cela fait des décennies que l'on attend de s'attaquer à la loi sur la radiodiffusion. On peut, là, de façon transparente et non partisane, de régler la loi parce qu'on a entendu tant d'intervenants qui ont comparu devant notre comité et bien peu d'entre eux croient que ce projet de loi devrait être adopté tel quel. Même ceux qui sont en faveur du principe du projet de loi, et ça, c'est pas mon cas, je l'ai toujours dit clairement, mais même ceux qui appuient, eux, le principe du projet de loi, ont néanmoins une longue liste d'améliorations à apporter. Chers collègues, là, 8 milliards de diffusions de musique canadienne sont exportées chaque mois sur Spotify. 8 milliards. On parle
de 7,2 diffusions par chaque personne au Canada. La diffusion en continu permet des revenus records pour Spotify, les compagnies de disques et les autres intervenants. Ça représente maintenant 77,9 % du marché de l'industrie musicale. Les YouTubeurs canadiens sont parmi les plus performants du monde. J'ai rencontré des cadres supérieurs de YouTube. J'ai vu leurs statistiques par capita. Les Canadiens réussissent mieux que bien d'autres pays. Les créateurs de contenu, les artistes, les acteurs, les producteurs, les réalisateurs ont maintenant droit à des avantages qu'on n'avait jamais vus auparavant. Mes chers collègues, il faut les encourager. Il faut nous assurer que la loi sur la radiodiffusion que nous proposons respecte la façon dont les gens consomment de l'information, la façon dont les millénarios consomment du divertissement. Et on ne peut pas empêcher ça simplement pour protéger ce qui était les géants du passé. Alors, merci de m'avoir donné la chance de prendre la parole.